Décider d'avoir un enfant, c'est accepter que votre cœur se sépare de votre corps et marche à vos côtés pour toujours. Le nombre de grossesses augmente chaque année et c'est un fait que de nombreux pays tentent de contrôler à défaut de le comprendre. Au-delà des facteurs biologiques qui jouent un rôle prépondérant, ce sont des facteurs culturels et psychologiques qui guident le désir adolescent de grossesse. Mise en état de grossesse d'une adolescente, c'est ce thème qui fera l'objet de cet échange en ce jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue et que dit la loi commence. Pour toute suggestion, témoignage ou participation à l'émission Que dit la loi, contactez-nous au 05 691 77 92. Savoir le pourquoi actuellement les adolescents continuent d'être enceintes alors que l'accès à l'information est beaucoup plus facile que jadis, mais que risquent ces adolescentes? L'accouchement précoce peut-il avoir de l'impact sur leur physique? Le personnel soignant pourront savoir davantage. Monsieur Vukisa Vuka, vous êtes un psychologue, donc un expert du comportement, des émotions et de la santé mentale. Votre rôle est d'intervenir auprès des personnes qui éprouvent de la détresse ou des difficultés psychologiques. Un cas de figure d'une mineure mise en état de grossesse. D'emblée, monsieur Vukisa, quel est l'âge requis pour avoir un bébé? Bien, merci et bonjour. L'âge requis pour avoir un bébé. En fait, dès qu'une fille, une jeune fille, un enfant commence à avoir des menstrues, cela explique qu'il peut avoir la possibilité d'avoir un enfant. Mais comme nous sommes dans des pays où il y a des normes et des règles, aujourd'hui, de nos jours, on peut dire qu'il y a des filles, par exemple, qui voient leur menstrues à 11 ans. Mais est-ce que cela veut dire qu'à 11 ans, l'État ou les normes permettent à une fille ou à un enfant d'être enceinte? Donc, je peux dire en quelque sorte que, bien qu'on a des menstrues, mais on est encore enfant. Parce qu'un enfant est un être humain en perpétuel développement biologique, psychologique et social. Donc à 11 ans, par exemple, pour une fille qui voit des menstrues, bien qu'en cas de rapport sexuel pendant la période d'ovulation, elle peut tomber enceinte, mais ce n'est pas l'âge requis. Parce que l'âge requis, on va dans les lois que propose chaque nation. Chez nous, par exemple, au Congo-Brazzaville, vous allez remarquer que dans les mairies, le mariage, c'est à 18 ans pour les filles, à partir de 18 ans jusqu'à... Donc, ça veut dire qu'à partir de 18 ans, la personne a déjà atteint une certaine maturité sur le plan psychologique. En l'occurrence, une fille. Une mineure qui est mise en état de grossesse, quels sont les dangers qu'elle court? Bon, c'est une très belle question. Moi, je dirais que c'est une question polysémique. Ça veut dire que c'est une question qui fait intervenir beaucoup de professionnels, à savoir les sages-femmes, les médecins, pourquoi pas les pédagogues, les pasteurs, ainsi de suite. Mais pour mieux asseoir la réflexion, je veux aborder la question sous un angle purement psychologique. Une mineure en état de gestation, voilà, enceinte, mais les conséquences sont nombreuses. Et puis, tout dépend de la façon dont elle est tombée enceinte. On est dans une science, la psychologie est une science. C'est pour dire tout simplement ceci. Entre une fille ou une mineure qui est tombée enceinte à l'issue d'un viol, par exemple, ne va pas présenter les mêmes impacts ou les mêmes conséquences, par exemple, qu'une fille ou une mineure qui est tombée enceinte face à une relation sexuelle peut-être normale. L'accouchement précoce peut-il avoir de l'impact sur son physique? Justement, en tant que psychologue, je parlerai de ce qu'on appelle les manifestations psychosomatiques. Précoce sur le plan physique. Sur le plan physique, c'est comme je venais de le dire, selon l'OMS, quand on parle du bien-être, le bien-être est à 3 niveaux. Il y a le niveau physique, il y a le niveau psychologique ou émotionnel, et de l'autre côté, il y a le niveau social. Mais sur le plan psychologique, effectivement, tout à l'heure, en exposant, je veux dire qu'un enfant est une personne qui est un être humain en plein développement. Mais avant son développement, il se passe qu'elle tombe enceinte et qu'elle mette au monde. Les conséquences physiques peuvent avoir lieu. Physique dans quel sens? Mais nous savons tous que quand une femme a mis au monde, elle perd
certains aspects biologiques. Voilà. Une adolescente fille-mère, à quoi s'expose-t-elle? Mais s'expose à beaucoup de choses. Jeune fille, mère. Tout à l'heure, je venais de dire que déjà, au niveau de sa vie sociale, elle peut s'exposer à une déscolarisation, à un changement de statut. Parce que quand on dit jeune fille, mère, le concept mère dit qu'on a une prise en charge d'un enfant qu'on a eu naître au monde. On s'expose à quoi? Ça veut dire qu'au niveau scolaire, il peut y avoir des impacts, il peut y avoir des échecs professionnels. Et scolaires, j'allais dire. Merci, monsieur Voukis Avocat, du temps disposé. Dans cette émission, les citoyens ont leur mot à dire. Les adolescentes en état de grossesse. Ça fait mal, évidemment. Ça fait mal. Je suis père de 3 enfants et c'est pas beau à voir. Ça fait mal, mais qui nous rapporte ça? Qu'est-ce qui a changé? Avant, ça ne se faisait pas. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? L'évolution. On éduque les enfants de la mauvaise façon possible. On leur apporte des téléphones, on leur apporte les tablettes. Les enfants ont accès aux films indiens, là où même les enfants de 2 ans sont amoureux. Tu vois un film là où des enfants sont amoureux. Ça passe à la télé, tout le monde est content. On voit tout le temps, même les séries animées. Attends, je me rappelle encore à notre époque, quand on regardait le dessin animé, on avait les Booba, on avait tout ça. Mais ce n'était pas des séries sexuelles. Mais aujourd'hui, regardez les séries, regardez Fairy Tail, ça passe sur J1. Vous allez voir les filles nues et ça passe le matin à la télévision. Mais les enfants qui vont regarder ça, ils vont faire quoi? Ils voient l'amour à la télévision tous les jours. Disney Channel, Novelas, les sites pornographiques qui est disponible à 100% gratuit. On a des sites disponibles, je peux taper sur Internet tout de suite, là vous allez voir du porno gratuit sans demander même l'autorisation ou l'âge de la personne. C'est dommage, mais c'est la modernisation qui vient avec. Donc, c'est à nous, parents, d'essayer de faire du mieux, d'éduquer nos enfants de la bonne façon. Ce n'est pas de leur faute. Je leur donne pas faute, mais la faute revient à l'autorité, au gouvernement. Pourquoi? Tu sais, aujourd'hui, si tu as faim, si tu n'as pas de quoi mettre sous les dents, rassure-toi que tu seras tenté sous multiples formes. Donc les filles qui tombent enceintes, là, parfois, c'est par manque de soutien au niveau scolaire, manque de quoi mettre sous la dent, affamé. Ils trouvent quelqu'un qui lui propose de l'argent. Et ce genre d'âge, normalement, l'enfant devait être à l'école. Et parfois, ça arrive que les parents ne suivent pas les enfants et les enfants se lancent dans n'importe quoi dans la ville et que nous constatons ce genre de cas, que les enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans par là est enceinté. Mais je pense que ce n'est pas bon. Et moi, je attire vraiment l'attention des parents qui puissent veiller à leurs enfants pour ce genre de cas qui ne puissent plus se manifester. La grossesse chez les adolescentes est un phénomène d'actualité qui prend une forme particulière dans chaque pays et dans chaque culture. Est-il raisonnable d'épauler ce phénomène? À qui incombe cette responsabilité? Le technicien de droit nous répond. Monsieur le procureur, nous avons suivi les intervenants. Que vous inspirent les réactions de vos concitoyens? Évidemment, ce radio-trottoir laisse percevoir la désapprobation de ces intervenants sur le fait que aujourd'hui nous avons des jeunes filles qui sont enceintes à un âge, on va dire, relativement précoce. Et je voudrais dire que avant les indépendances, déjà en 1960, une loi
une loi congolaise, dite loi Portela, avait la mission, la vocation en tout cas, de protéger la moralité de la jeunesse congolaise. Et ce qu'on constatait dans cette loi, c'était qu'essentiellement, le législateur avait pris des dispositions pour que les enfants ne se retrouvent pas seuls dans la rue au-delà d'une certaine heure, 20 heures, que les enfants non plus ne figurent pas dans des lieux qui étaient assez mal jugés, on va dire des lieux de perdition, qui étaient les bars, les dancing et les cinémas. C'était donc pour préserver la morale. Et quelques années plus tard, justement en 1966 notamment, une loi singulièrement est venue pour fustiger le fait de la mise en grossesse des élèves mineurs. Il n'y a pas que cette loi Portela, monsieur le procureur. On a également la loi de 1964, toujours, qui protège les élèves mineurs. Mais est-ce que, je ne parlerai pas, est-ce que son application jusqu'à aujourd'hui a de l'effet? Oui, déjà, je vais faire un correctif. C'est une loi de 1964, mais qui a été modifiée et complétée en 1966. Okay. Et cette loi, justement, a prévu que celui qui met en état de grossesse une élève, lorsqu'elle est mineure, et s'il n'est pas reconnu en tant que, on va dire, fiancé, ou en tout cas futur époux de cet enfant qu'il a mis en grossesse, sera donc puni pour cette faute. Et singulièrement, dans ce contexte-là, le législateur a poussé l'âge de la majorité, l'âge de la minorité jusqu'à 21 ans, puisque nous savons qu'en principe, de façon assez généralisée, l'individu est majeur passé les 18 ans. Mais dans cette loi de 1966, lorsque la fille sera scolarisée, on considérera donc qu'elle est toujours mineure jusqu'à l'âge de 21 ans. Et cette loi, à ma connaissance, n'a toujours pas été abrogée. Bien qu'elle n'a pas été abrogée, mais on peut encore voir la loi Potignon dans son article 63 qui dit qu'il est interdit de mettre en état de grossesse un enfant. Mais est-ce que on va dire, cet article connaît son effectivité d'application? Puisque quand on essaie de voir avec la réalité actuelle, on voit bien qu'il y a des filles qui ne sont pas dans les foyers, qui ne sont même pas dans un, on va le dire comme ça, dans un état de dans un mariage de concubinage, mais il se trouve qu'elles soient en état de grossesse. Oui, mais vous avez vu que dans les interventions, il y a le troisième, je crois, si je ne me trompe pas, qui dénonce un peu le fait que dans la société d'aujourd'hui, il y a une telle liberté, une telle permission, y compris dans des émissions de télévision. Le téléviseur, c'est un poste autour duquel la maison se retrouve. Et donc, on regarde, lui, il a parlé des dessins animés du temps de sa jeunesse, mais qu'aujourd'hui, on peut voir des films qui sont assez suggestifs, même pour des gens un peu jeunes. Alors, donc, je veux dire que, au regard de votre question, les jeunes filles qui sont enceintes, alors qu'elles sont encore des élèves, ne sont autorisées à être dans cet état que lorsque l'auteur de leur grossesse est un futur époux. Donc cette loi qui a voulu, la loi Potignon de 2010, qui porte protection de l'enfance dans la République du Congo, est venue renforcer en quelque sorte, ou en tout cas réaffirmer cette loi de 1966, dont je disais qu'il n'a toujours pas connu, à mon sens, son abrogation. Mais le fait est que la société, avec ses évolutions, va aussi révéler que certains auteurs de grossesse de filles mineures sont eux-mêmes mineurs. La loi en 1966 visait ceux qui sont des majeurs. Parce qu'on pensait qu'avec de la responsabilité, un individu qui va s'intéresser à une enfant, à une élève qui la met enceinte, devrait en principe aussi déjà et même préalablement avoir été reconnu par les enfants de cette jeune fille comme étant un futur époux. Aujourd'hui, l'évolution de la société est telle que les enfants, les jeunes gens sont activement sexuels à des âges de plus en plus précoces. Et donc la loi Potignon
qui porte protection de l'enfance, justement, continue à faire en sorte que les jeunes filles puissent avoir la possibilité de s'épanouir d'abord avant de devenir des mères. Parce que vous voyez, on va avoir le phénomène des filles mères. Elle est elle-même une élève et elle se retrouve, dans le pire des cas, elle-même parente d'une élève, n'est-ce pas? Et la philosophie de cette interdiction peut paraître aujourd'hui un peu déphasée. En ce sens que on voulait, en tout cas c'était le vœu de l'État, de législateur, on voulait avoir des jeunes filles qui ont la chance d'aller à l'école, qui ont la chance d'obtenir des diplômes, qui ont la chance de peser en tant qu'acteurs de la société. Vous voyez qu'avec l'évolution du temps, aujourd'hui on parle de la parité, on parle des questions de genre. C'était déjà, ce me semble, toute proportion gardée, des préoccupations comme celle-là. Mais le fait est que la société est ce qu'elle est. Et comme je disais, certains auteurs de grossesse de filles mineures, qui sont des élèves, sont eux-mêmes aussi des mineurs. J'aimerais savoir ce que prévoient les textes juridiques en premier lieu, quand la grossesse a été contractée, je veux le dire comme ça, entre majeurs et mineurs, et entre les mineurs. Mais au sens de la loi, lorsque c'est un majeur, un homme majeur, qui met en état de grossesse une fille mineure, lorsqu'elle est élève, attention, parce que il y a peut-être ce côté scolarisation qui est parfois un peu occulté. Vous allez voir qu'il n'est pas rare quand même, et malheureusement, de voir dans notre société que des filles encore jeunes, à 14-15 ans, sont déjà déscolarisées. À 16 ans, elle est déscolarisée. Ça reste une mineure. Mais j'aimerais que nous recadrons notre débat ici sur le fait que l'infraction vise la mise en état de grossesse d'une élève mineure. Donc, celle qui est élève mineure doit pouvoir justifier un certificat de scolarité. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui va à une école et donc elle est encore élève. Ça ne veut pas dire que la loi a en quelque sorte abandonné la fille de 17 ans qui ne va plus à l'école. Il y a peut-être plusieurs raisons qui ont fait qu'une fille soit déscolarisée. Peut-être qu'il n'y a pas de soutien au niveau familial, peut-être que, je ne sais pas, je ne vais pas me mettre à énumérer toutes ces raisons, mais c'est d'abord, et comme je dis, dans l'esprit de législateur au départ, qu'il fallait permettre de favoriser la scolarisation des jeunes filles. Et non pas qu'on les voit toutes comme étant des femmes au ménage, des femmes au foyer, des ménagères, aujourd'hui on appelle comme ça, sans autre qualification scolaire ou universitaire. Mais lorsque l'auteur lui-même est un enfant, on va imaginer dans une situation où une fille de 16 ans s'est retrouvée enceinte, que l'auteur est un garçon de 17 ans. Ils sont mineurs tous les deux. Ce mineur échappera probablement, en raison de la loi, à la sanction, à la répression de la mise en état de grossesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de responsabilité, notamment justement la loi de 2010, dite loi Potignon, impose à tout auteur d'une grossesse d'être, plutôt de prendre en charge l'évolution de cette grossesse. La prise en charge nécessite certainement un peu de moyens. Or, dans la législation de notre État, le travail des mineurs est interdit. Vous comprenez donc que lorsque un garçon de 17 ans a mis enceinte une élève de 16 ans, ça va être compliqué d'imposer à ce garçon, justement, d'avoir la prise en charge de la grossesse dont il est l'auteur, et bien certainement que les responsabilités seront reportées sur les parents. Vous l'avez dit tout à l'heure que l'article 117 de la loi Potignon, là où on impose normalement quand une mineure est mise en état de grossesse, normalement cette dernière devait rejoindre celui qui l'a mis en état de grossesse, soit l'épouse ou pas. Et que prévoit la loi? Oui, non pas que prévoit, puisque déjà cela ne se fait pas chez nous. On voit des gens, on voit des jeunes filles à la maison sans pourtant être dans
le foyer. Je ne sais pas, je ne vous pose plus la question en tant que procureur, mais en tant que père de famille, est-ce que vous pensez qu'un jour on peut arriver à faire, comme on dit, que la loi Portela puisse vraiment prendre tout son sens? Bon, j'aimerais déjà rectifier quelque chose. Aucune loi n'impose à l'auteur d'une grossesse de recevoir la jeune fille mise enceinte comme étant son épouse. Il n'y a aucune loi qui n'impose ça. La loi a dit que on va sanctionner celui qui, sans être reconnu comme étant un futur époux, aura été quand même l'auteur de la grossesse d'une fille mineure. Je veux dire par là que nous nous situons dans un contexte. Repartons un peu dans le temps. Comme j'ai dit, ce sont des lois qui sont prises, la loi Portela avant l'indépendance, la loi de 1966, quelques années après. Mais nous sommes dans un contexte où, peut-être, à cause de nos cultures, à cause de nos coutumes, il y a des individus qui pensent déjà faire, de porter un choix sur une élue. Il dit, ah, moi j'aimerais bien épouser cette fille, mais en fait, en ce temps-là, elle n'a encore que 12 ans, par exemple. Bon, il va manifester de la patience jusqu'à ce qu'elle ait quand même un certain développement physique, qu'elle ait atteint un âge nubile, et ensuite il va peut-être l'épouser. Et c'est pourquoi le législateur a dit que quiconque, sans être reconnu comme étant un futur époux, aura mis en état de grossesse une élève mineure, devra répondre de cet acte. Mais il ne faut pas comprendre par là que mettre en état de grossesse une enfant va imposer à l'auteur de cette grossesse d'épouser cet enfant. Aujourd'hui, lorsque vous parlez justement de l'examen de notre société avec l'évolution du temps, on se pose la question de savoir si la loi Portela est toujours d'application. La loi Portela, comme j'ai dit, interdisait de voir des jeunes gens dans la rue au-delà d'une certaine heure, interdisait de voir des jeunes gens dans un bar, dans un dancing, dans un cinéma, sous la condition que ces individus soient accompagnés, c'était toléré, mais hors ce cas-là, c'était interdit, et il y a même des sanctions qui étaient prévues à l'encontre des tenanciers, des bars et tout ça qui recevaient des enfants. Mais aujourd'hui, par exemple, je vais prendre simplement l'hypothèse d'un individu qui reçoit chez lui des visiteurs. Il aura certainement dit à son garçon de 12 ans de courir à la boutique d'à côté ou au bar d'à côté, aller acheter de la boisson. Vous voyez, est-ce que lorsqu'il sera 17 h, il va demander qu'on l'accompagne? C'est pas certain. Est-ce que lorsqu'il sera 18 h, il va demander qu'on l'accompagne? C'est pas certain. Je veux dire simplement que on doit tenir compte de l'évolution de notre société. Ces lois-là, à ma connaissance, n'ont pas été abrogées. Ni celle de 1960, ni celle de 1966, dont on a dit par ailleurs que la loi de 2010 est venue en faire le renfort. Il s'agit probablement de demander aux parents d'avoir un peu plus de responsabilité, d'avoir un peu plus de conscience, d'avoir un peu plus de contrôle sur leurs enfants. Mais si une fille est déscolarisée, l'école buissonnière existe. Lorsque le papa, lorsque la maman a pensé que l'enfant est régulièrement allé à l'école et que cet enfant en fait a pris un chemin de traverse, c'est pas toujours évident de faire ce contrôle-là. Monsieur le procureur, je sais que vous êtes tenu d'une discrétion professionnelle, mais on aimerait quand même savoir, est-ce que votre parquet a déjà été confronté dans ce genre de cas de figure? Si oui, quels ont été les tenants et les aboutissants? Oui, non, cela ne relève nullement du secret professionnel. Le parquet est effectivement destinataire de procédures dans lesquelles des individus doivent répondre des faits qui sont infractionnels. Lorsque un officier de police judiciaire est sollicité par une mère en colère, par un père en colère, parce qu'il a découvert chez lui que sa fille, qui est encore sous l'âge de la minorité, qui va sur les bancs de l'école, s'est retrouvée enceinte et que l'auteur serait un
monsieur de 25 ans d'âge, de 32 ans, de 45 ans ou peut-être même plus d'âge. Évidemment, la plainte de ce parent responsable auprès des services de police va amener l'OPJ à conduire une enquête. Et les enquêtes, évidemment, venant finir sur la table du procureur de la République, oui, mon parquet reçoit des procédures de mise en état de grossesse des élèves mineurs. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le dossier d'enquête et nous faisons l'application de la loi. C'est-à-dire qu'on poursuit cet individu-là pour le fait qui lui est reproché. On va déjà s'assurer que c'est bien lui, l'auteur. Parce qu'il est arrivé, justement, sans rentrer justement dans le secret des dossiers, il est arrivé que des individus contestent être l'auteur de la grossesse de telle jeune fille qui est encore élève. Il faut pouvoir en établir la réalité. Il va donc être commandé un certain nombre de tests. Aujourd'hui, le test ADN, c'est certainement celui qui est le plus en vue, n'est-ce pas, pour établir un rapport de paternité en ce qui concerne une grossesse. Le seul petit ennui, c'est que non seulement il coûte de l'argent, mais en plus, nous n'en avons pas techniquement ici, dans notre environnement. Notre plateau technique, au niveau des laboratoires, au niveau des hôpitaux et tout ça, ne permet pas de faire ce test. Il se fait. Mais on est obligé de le commander à l'étranger. Et comme je disais, il est d'un certain coût. Ça peut être prohibitif. Ça peut être prohibitif, donc les gens ne vont pas vouloir aller jusqu'à ce test qui va coûter 450 000, 500 000, 700 000. Ils vont peut-être pas jusque-là, mais à ce moment-là, il faut peut-être revenir sur la conscience de l'auteur de la grossesse. Que oui, je sais que j'ai eu quelques aventures sentimentales avec cette jeune dame et que donc, je suis probablement le père de cette grossesse. C'est possible. Monsieur le procureur, vous avez cessé de le répéter ici que la mise en état de grossesse d'une mineure est une infraction. Et que prévoit la loi si seulement la grossesse ou bien le fait qu'une mineure soit mise en état de grossesse sans qu'il y ait consentement au préalable? Bon, il faut bien comprendre la question. Est-ce que cette mineure élève qui se retrouve en état de grossesse voulait la relation qu'elle a entretenue avec l'auteur de la grossesse qu'elle porte? Voulait bien, mais pour elle, elle ne s'attendait pas qu'il devait avoir grossesse après. Parce que c'est comme des conséquences post, on va le dire comme ça, relationnelles. Bon, tout dépend. Vous savez, la loi qui porte protection de l'enfance en République du Congo, qu'on appelle la loi Potignon, a visé et fustigé les pratiques pédophiles. Okay. Qui s'entend de ce que un individu d'un certain âge, s'intéresse à des filles d'un âge beaucoup moins conséquent. Les pratiques de pédophilie et ces pratiques de pédophilie emportent aussi des relations sexuelles. Alors, traditionnellement, on a toujours considéré que le consentement du mineur est nul. Et donc, lorsque un individu a entretenu des relations sexuelles avec une fille mineure, on a regardé ça souvent comme étant une relation qui était une relation à imposer. Or, nous savons qu'en matière de pratiques sexuelles, de relations sexuelles, lorsque la relation a été imposée, elle est constitutive plutôt d'un viol. Mais lorsque une jeune fille a entretenu une relation avec un individu sans que nous ne retrouvions dedans un syndrome de violence, d'acte imposé, eh bien on restera dans l'idée de ce qu'il y a eu mise en état de grossesse d'une élève mineure. Mais dans les cas contraires, c'est sans préjudice, l'article dit sans préjudice des autres dispositions légales. Le code pénal, en son article 332 et 333, punit le viol. Donc si cette jeune fille s'est retrouvée en état de grossesse, alors que l'acte sexuel qui a occasionné cette grossesse était un acte imposé, n'était pas un acte désiré, eh bien cet individu ne serait pas simplement poursuivi pour la mise en état de grossesse d'une élève mineure, qui ne constitue qu'un délit, on le prendrait plutôt pour l'infraction au-dessus, qui est le viol, qui constitue un crime. Et la mise en état de grossesse serait donc, à ce moment-là, une circonstance aggravante de l'infraction de crime pour lequel il sera jugé. Merci, monsieur le procureur. Je vous en prie.
La grossesse et la maturité poussent souvent les adolescentes à abandonner leur scolarité, bien que dans certains endroits des efforts soient déployés pour leur permettre de retourner à l'école après la naissance de leur enfant. Comprenez par là, mesdames, messieurs, que nous sommes déjà au terme de ce numéro. Mais retenez que si vous n'avez pas pu suivre cette émission aujourd'hui, vous pouvez également la suivre sur les plateformes numériques comme Facebook, MTN Télé Nanga, Central TV, Orange TV, Vodacom TV. N'oubliez pas que dans Que dit la loi, prudence oblige. Au revoir.